Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ce matin, nous vous proposons de suivre une audition qui a eu lieu hier après-midi au Sénat, une audition de Cécile Duflot, la ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement, a été entendue par les sénateurs de la Commission du Développement durable ainsi que la Commission des Affaires économiques. La ministre est intervenue pour présenter sa feuille de route en matière d'égalité des territoires. Elle a rappelé en quoi il s'agissait d'un sujet absolument primordial. En effet, notamment après l'élection présidentielle, on a constaté que l'extrême droite avait fait des scores sans précédent dans des territoires jusque-là préservés. Tout de suite donc, retour à cette audition qui a eu lieu hier après-midi en salle Clémenceau. Bien. Madame la ministre, merci. Bienvenue au Sénat. Nous sommes très honorés et très heureux de vous accueillir. Le préambule va être très court puisque tous mes collègues ici présents, que je salue, ont attendu un certain temps. Donc, simplement pour vous dire que vous êtes en présence des élus des deux commissions de l'économie et du développement durable, cette deuxième commission qui vient d'être créée récemment et qui évidemment intègre la thématique de l'aménagement du territoire, sur lequel mes collègues et moi-même sommes impatients de vous entendre. Donc je vais laisser la parole à Daniel Raoul pour dire deux mots d'accueil et ensuite nous vous donnons la parole tout de suite pour essayer d'avoir un dialogue constructif et informatif. Merci. Madame la ministre, mes chers collègues, je suis très heureux de vous accueillir ici dans cette configuration qui réunit les deux commissions. Même vous savez très bien ce que je pense de cette scission, je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc, je pense que les sujets qui préoccupent les deux commissions sont totalement identiques, et en particulier ceux qui concernent l'égalité des territoires, le logement et le développement durable. Et donc, je vous laisse tout de suite la parole, madame. Messieurs les présidents, je vous remercie beaucoup. Je vous prie évidemment d'excuser mon retard à votre rendez-vous, mais c'est notre retard collectif et je m'en serais évidemment voulu d'écourter un débat parlementaire très intéressant sur un sujet qui n'est pas un sujet mineur puisque l'abrogation de cette loi sur la constructibilité supérieure de 30% a donné lieu à des échanges approfondis sur la nécessité, mais je vais y revenir, d'un travail parlementaire sur les questions pas seulement d'aménagement du territoire, mais aussi sur les questions de règles d'urbanisme où les collectivités locales sont dans l'attente d'une vision à la fois plus simple, plus claire et plus évidente de l'ensemble de ces sujets qui puissent aussi nous permettre, collectivités locales et État, de poursuivre un objectif. Cet objectif, c'est celui de résoudre la crise du logement que connaissent un certain nombre de nos territoires. Je suis donc tout particulièrement honorée d'être devant vous pour présenter l'action du ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement dans la chambre dont c'est l'objet, puisque le Sénat est la chambre même des territoires. Donc ça aura eu un sens que mon premier travail de ministre devant une des chambres, ce soit devant le Sénat et que ce soit ces deux commissions que je rencontre aujourd'hui, puisque le Sénat et d'ailleurs l'ensemble des élus locaux ont vu se succéder au cours des dernières années des projets multiples et des visions fort différentes en matière de territoire, depuis l'ambition planificatrice des années 60 jusqu'aux politiques de dérégulation, en passant par l'étape significative et historique de la décentralisation. Au cours des 10 dernières années, en revanche, il semblait s'être installée l'idée que l'aménagement du territoire se trouvait dépourvu d'un objectif clair, voire d'une ambition nationale qui laissait coexister et se juxtaposer des politiques territoriales diverses, aux ambitions parfois inégales. Sans objectif politique significatif, l'aménagement du territoire a parfois été abandonné au danger du laisser-faire, qui a trop souvent rimé pour certains espaces avec abandon et avec relégation. Le mandat que nous a confié le Président de la République est clair. Il l'avait d'ores et déjà exprimé lors de sa campagne et la feuille de route s'est trouvée confirmée et précisée par le discours de politique générale du Premier ministre que vous avez entendu devant vous la semaine dernière. Notre mission est de placer l'ensemble des politiques de territoire sous le sceau ambitieux, mais absolument nécessaire, de l'égalité. En matière de territoire, l'égalité ne veut évidemment pas dire l'uniformité ou l'unicité, mais c'est en reconnaissant la diversité des contextes locaux, en leur donnant comme seule perspective aux politiques
politiques publiques, en donnant comme seule perspective aux politiques publiques l'ambition de justice sociale, évidemment, mais également de justice territoriale. C'est donc une mission nouvelle pour les institutions de la République et en particulier pour l'État, comme le fut à une époque. Et je ne reviendrai pas sur le débat que vous avez évoqué à l'introduction, mais comme fut à l'époque, et j'en reste une partisane engagée, celui du développement durable. Une mission nouvelle, certes, mais qui renoue avec cette volonté de mettre les territoires au cœur de la République, comme beaucoup d'entre vous s'y sont attachés au cours des dernières années. Parce que notre constat ici est simple. Aujourd'hui, chaque Français connaît sur son territoire une entreprise qui a délocalisé pour réduire ses coûts. Chaque Français voit dans le même temps, dans sa commune, dans son département, dans sa région, s'enchaîner les fermetures de classes du réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. Je vais prendre devant vous quelques exemples qui permettent de mieux situer les choses, mais dans le département de la Moselle, ce sont 5 400 postes de militaires, 4 tribunaux d'instance, 2 conseils de prud'homme, 267 postes dans le seul primaire, une prison, une quinzaine de brigades ou pelotons de gendarmerie qui ont été supprimés en quelques années. Et ça ne peut pas se faire sans laisser de traces et de traces fortes dans un territoire. À Joigny, dans l'Yonne, en 12 ans, la ville a connu la fermeture de la maternité, du service de chirurgie, le départ du 28e régiment de cartographie militaire, la fermeture des tribunaux d'instance et du tribunal de commerce. Et il ne reste que 24 agents de Pôle emploi pour 2829 demandeurs d'emploi. Je pourrais poursuivre sur ce constat. Et je pourrais également dresser une liste exhaustive qui serait à la fois fastidieux, mais qui prouverait que ce constat partagé est sans équivoque. Et les Français ont envoyé à ce sujet un message politique sans détour et sans hésitation lors du premier tour de l'élection présidentielle. L'extrême droite a remporté des scores sans précédent dans des territoires qui en étaient jusqu'alors préservés. Dans les campagnes, dans les quartiers, dans les villes petites et moyennes, vient se mêler à la désespérance sociale qui naît de la crise un sentiment de relégation et d'abandon de la puissance publique. Les Français sont à la fois déstabilisés par les effets incontrôlés et injustes d'une mondialisation sans limite, mais ils sont aussi victimes d'une réforme de l'État menée parfois de manière désorganisée et incontrôlée. Les services publics ne jouent plus toujours leur rôle. Là où ils devraient être une puissance d'intégration, ils deviennent facteurs d'abandon. Dès lors, c'est un sentiment de méfiance et d'inquiétude qui vient à naître. C'est alors l'individualisme qui prospère, l'égoïsme des âges qui progresse et le lien social qui se délite. L'État doit retrouver pleinement son rôle, non pas celui d'un État planificateur qui décide de tout, mais qui ne parvient plus à rien, mais au contraire celui d'un État stratège, d'un État qui accompagne les citoyens, qui accompagne les collectivités locales et leurs élus dans les objectifs de réalisation qui sont les leurs. L'égalité des territoires, ce nouveau chemin de l'action de l'État, ce n'est pas seulement d'assurer plus ou mieux pour quelques-uns, ce n'est pas seulement fonder des politiques pour des quartiers réservés ou des territoires protégés, c'est essayer d'avoir une politique qui donne à tous les habitants les mêmes possibilités pour choisir leur vie. Si nous voulons assurer au plus grand nombre un sort meilleur, un accès au logement, aux services publics, aux biens publics, l'eau, l'air, un environnement sain, nous devons faire progresser l'accès aux droits et envisager les problèmes territoire par territoire. Nous devons faire en sorte que les 85% de population qui vivent en ville y vivent bien, dans tous ces quartiers, mais nous devons aussi permettre que toutes celles et ceux qui ont fait le choix de vivre loin des villes ou dans de petites villes ne soient pas privés de l'accès aux services prévus pour tous. Nous devons reposer la question des relations entre les centres-villes, les banlieues et les territoires ruraux. Nous devons repenser les relations entre les grandes aires métropolitaines, dont la région capitale, et le reste des territoires. En somme, il s'agit de repenser la solidarité, de repenser toute la solidarité à l'échelle nationale comme à l'échelle régionale et à l'échelle locale. Parce que les problèmes sociaux sont en effet aujourd'hui multiples et diffus. Des quartiers dégradés, parfois en situation de grande souffrance sociale, peuvent se trouver très loin de la région capitale, à Limoges ou à Grande-Synthe. La question sociale ne se limite pas aux quartiers populaires. Le statut d'ouvrier concerne plus de 60% des hommes ruraux actifs et seulement 54% des citadins. Et 18% des femmes rurales actives contre 9% des urbaines. On a parfois un peu de mal à justement avoir une vision très précise de ce qu'est la réalité territoriale de notre pays aujourd'hui. Et c'est pourquoi la politique de la ville doit aussi être repensée. Et mon collègue François Lamy y attache une importance toute particulière, parce que la question des quartiers sensibles
doit être pensée comme elle se doit. Si se concentrent dans les quartiers des difficultés sociales et de violence, ce sont les inégalités au sein d'une même agglomération qui sont parfois les plus frappantes. Dans une même ville, on trouve dans des quartiers séparés toutes les situations sociales et l'éventail de tous les territoires, chacun chez soi, à la fois tout près et en même temps très loin. Ainsi, dans un même centre urbain, on voit cohabiter la grande bourgeoisie avec des cadres et des professions intellectuelles et des catégories populaires souvent issues de l'immigration, avec des fossés qui se creusent, des inégalités qui progressent. Chaque année, l'Observatoire des US nous montre que les quartiers sensibles voient leurs conditions de vie se dégrader et l'inégalité avec les centres aisés progresser. Quand les métropoles sont bourgeoises de plus en plus, le renforcement des inégalités est presque mécanique. Mais si la carte des territoires s'appuyait sur des données exclusivement sociales, elle ne ressemblerait absolument pas à celle actuelle des quartiers sensibles. La montée du RSA dans les territoires ruraux en témoigne si c'était nécessaire. Parce qu'un Français sur deux n'habite pas dans un grand centre urbain. Près de 2/3 des communes de plus de 50 000 habitants ont perdu des habitants entre 1975 et 1990 au profit de la périphérie. Depuis 1975, ce sont les communes rurales périurbaines, celles qui sont dans la mouvance de grandes agglomérations, qui se développent le plus vite. Et cette périurbanisation, qui avait commencé à s'essouffler, reprend depuis 10 ans. La fracture territoriale, et c'est très important de pouvoir le dire aujourd'hui, n'est pas toujours une fracture sociale. Elle est essentiellement marquée par l'éloignement de services publics désormais essentiels. L'école, la santé, la sécurité, les transports, qui obligent des populations entières à rester dépendantes de leur automobile. Il n'est pas de situation univoque, il n'est pas de solution unique. C'est le cœur de l'état d'esprit du ministère de l'égalité des territoires et du logement. Nous devons trouver une réponse pour chaque territoire, pour les quartiers sensibles, pour les villes petites et moyennes, pour les territoires ruraux à faible densité. Cela appelle aussi des solutions adaptées aux territoires. L'époque où l'aménagement se dessinait sur des plans et des schémas, loin des territoires, de leurs habitants, de leurs élus, est révolue. Je souhaite associer pleinement les habitants, mais aussi et d'abord leurs élus, à la construction de ces politiques. L'égalité des territoires se doit d'accompagner l'acte 3 de la décentralisation que nous engagerons, en s'appuyant sur des relations nouvelles entre l'État et les collectivités. Il s'agit de mettre en œuvre une contractualisation nouvelle, partagée et équitable. Nous nous devons aussi de répondre aux nouvelles questions qui s'ouvrent à nous. Nous devons mieux prendre en compte le fait métropolitain et son évolution, repenser les relations entre les régions, ne plus considérer que les relations entre les territoires doivent être basées sur la compétition, mais valoriser, soutenir une pleine coopération entre les territoires. L'égalité des territoires, c'est aussi et avant tout une politique qui se trouve au cœur de la transition écologique. C'est au plus près des territoires que nous pourrons enraciner un modèle de développement soutenable, économe de la ressource, soucieux des habitants comme de l'environnement. Dans les zones périurbaines, nous devrons entendre les attentes des habitants pour une meilleure desserte et une plus grande écoute, tout en luttant vigoureusement contre l'étalement urbain et l'artificialisation des sols. Dans les zones rurales qui produisent, notre rôle sera d'y maintenir et de renforcer une activité de proximité, tout en donnant un nouveau souffle aux villes et aux bourgs. Dans les campagnes abandonnées aujourd'hui, nous devrons être vigilants à ce que la présence du service public soit maintenue, mais aussi à ce qu'elle devienne des espaces pour tous, des espaces d'innovation et de création. Elles en ont les ressources. Concernant les quartiers urbains sensibles, il nous faudra mettre un terme à des situations insupportables pour la République sur des territoires où se cumulent toutes les inégalités, où les questions de chômage, de sécurité, d'accès aux services, notamment publics, d'enclavement, se posent de façon choquante. À ce jour, à Clichy-Montfermeil, toujours aucune agence de Pôle emploi, pas de transport urbain. À Clichy comme ailleurs, la question n'est pas locale et ne recèle pas seulement de la responsabilité des élus. C'est un enjeu national auquel l'État et le gouvernement doivent apporter des réponses. Cela n'empêche pas les collectivités de s'approprier les sujets et d'ajouter à la responsabilité de l'État leur connaissance du terrain. Mais en matière d'égalité, c'est la République qui est responsable et l'État qui doit en être le garant. Je veux donc poser la question de l'égalité des territoires de 3 façons. D'abord, comme une politique de réparation envers les territoires meurtris. Ensuite, comme une politique de solidarité et de cohésion entre les territoires. Enfin, comme une politique d'accès aux services publics pour tous et toutes. Le premier défi sera de réparer les territoires meurtris. Je veux revoir la géographie prioritaire. Il y a aujourd'hui 13 zonages différents.
La nouveauté de l'intitulé de notre ministère ne doit plus nous amener à traiter les thématiques de manière éparse et désordonnée. C'est une approche globale de chaque territoire qui peut nous permettre d'apporter une réponse à toutes les difficultés qui le traversent. La prise de conscience a eu lieu et la nécessité d'une action conjointe et coordonnée sur tous les territoires meurtris est évidente. Il ne s'agit plus d'opposer le rural à l'urbain, ni de laisser les uns ou les autres sur le bord des chemins de la République. Cet effort, et je le dis avec solennité devant vous, ne peut pas être décrété depuis Paris. L'égalité des territoires implique en effet la délibération collective de toutes les parties prenantes. Elle appelle une connaissance fine des territoires, une mise en cohérence des efforts de chacun. Des régions dont le rôle en matière de développement économique ou de formation professionnelle est indispensable pour agir pour le développement des territoires meurtris. Des départements dont la mission d'insertion sociale doit être articulée avec celle des autres acteurs, des groupements de communes et de leurs adhérents dont le rôle de proximité est chaque jour essentiel. L'égalité des territoires commande surtout une participation de tous les habitants. Que les premiers juges de l'efficacité des mesures décidées soient les citoyens. Il faut faire confiance à l'intelligence des territoires et leur redonner les moyens de reprendre en main la maîtrise de leur avenir. En matière de politique de la ville, le gouvernement prendra rapidement des mesures d'urgence dans 3 domaines. Il rétablira l'égalité sociale en créant 150 000 emplois d'avenir dans les communes qui connaissent à la fois un taux de chômage élevé et une pénurie de services publics. Il rétablira l'égalité devant la loi en déployant des effectifs de police supplémentaires. Il luttera pour l'égalité des chances en affectant prioritairement des emplois créés dans l'éducation nationale aux écoles situées dans les quartiers populaires et en créant un droit à un capital formation pour tout jeune qui décroche. Je souhaite engager la suppression des zonages au profit d'un périmètre unique qui resituera les quartiers défavorisés dans les dynamiques d'agglomération au service d'un projet global de territoire. Il distinguera la situation des villes qui ont des quartiers défavorisés, des villes entièrement défavorisées. Il ciblera les territoires qui ont structurellement peu de ressources et beaucoup de charges socio-urbaines. Il proposera un contrat unique déterminé en cohérence avec le périmètre prioritaire, transversal aux différents champs d'intervention, intégrant dans un même mouvement les projets de développement social et de rénovation urbaine. On ne peut pas dissocier l'humain de l'urbain. L'expérience sur laquelle on commence à avoir du recul de l'ANRU nous démontre chaque jour, s'il en était besoin, cette nécessité. Le programme national de rénovation urbaine que je viens d'évoquer sera mené à son terme et nous souhaitons qu'une nouvelle étape s'engage avant la fin de la mandature. Le deuxième défi consiste à restaurer la solidarité entre les territoires et la cohésion nationale. Le relevé passe par une politique de péréquation rénovée entre collectivités riches et collectivités pauvres, entre territoires aisés et territoires fragiles. Répondre à ce défi passe aussi par une politique raisonnée d'aménagement du territoire qui assure la mixité sociale, la conciliation des espaces naturels, agricoles et urbanisés et développe la capacité de chaque territoire à trouver des relais de croissance, le sentier de son développement. Je souhaite contribuer à la diversification des modèles de développement par le tourisme, par l'économie rurale, par l'économie sociale et solidaire, par la politique territoriale de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, autant de leviers pour réarticuler au niveau régional les liens ville-campagne autour de circuits courts, de solidarité nouvelle, de filières régionales créatrices de valeur, autour d'un tissu de PME qui doivent être mieux accompagnés. Le troisième défi sera de s'assurer de la permanence d'un service rendu au public en fonction des besoins propres de chacun des territoires, en y affectant les moyens de droit commun, territoire par territoire, à raison de ses spécificités. Il faudra rétablir l'égalité non seulement devant les charges publiques, mais également dans l'accès aux services publics. Je veux que les effectifs ainsi que toutes les dépenses d'intervention de droit commun de l'État qui ne sont pas destinées aux ménages soient affectés sur la base d'un diagnostic territorial, d'un dialogue, puis d'un contrat passé entre l'État et les collectivités pour que chacun s'engage sur les moyens attribués à chacun des territoires. La crédibilité du gouvernement, j'en ai conscience, passera par sa capacité à rétablir l'égalité et la justice dans la répartition des moyens de droit commun, à affecter les effectifs et à flécher les dépenses d'intervention vers les collectivités les plus démunies à partir d'un diagnostic partagé. Un bouquet de services adapté au territoire doit être offert à l'ensemble des Français et garantir, et ce sera une des clés sans doute de cette politique d'égalité des territoires, que le temps d'accès aux services publics de la santé ou de l'éducation demeure raisonnable pour tous.
L'heure est venue de conjuguer présence physique de proximité et téléservices, de désenclaver les territoires par une politique adéquate de transport et de développement, j'allais dire de couverture, de l'ensemble du pays par le réseau numérique à haut débit. Les choses sont évidentes quand vous m'avez écouté. Je ne pourrais pas, à moi seule, même ministre de l'égalité des territoires, relever tous ces défis. La plupart des questions concrètement posées ici sont par nature interministérielles. Et je pense peut-être que c'est cette démarche, cette dimension-là, qui a fait sans doute qu'elle se pose avec beaucoup d'acuité dans un certain nombre de territoires de notre pays. Elles appellent donc à une vigilance de tous, et notamment de la représentation nationale. Si vous me permettez, je voudrais en lister quelques-unes sur lesquelles je veux travailler avec vous et sur lesquelles je souhaiterais pouvoir aussi compter sur vous. Le premier point, je viens de l'évoquer, c'est tenir l'engagement présidentiel d'une couverture haut débit, puis très haut débit pour tous. C'est évidemment une nécessité en tant que politique d'investissement public dans les réseaux, parce qu'elle favorise le développement sans renforcer forcément les zones métropolitaines. C'est une nécessité en tant que politique d'aménagement équilibré du territoire, parce qu'elle facilite la diffusion des services et remédie aux inégalités, à la fracture numérique qui a tendance à se creuser chaque jour davantage du fait du renforcement des besoins en débit de différents services. Et c'est enfin une nécessité parce qu'elle peut constituer un levier de développement de nouveaux services, notamment par le secteur privé, selon un modèle à inventer, mais qui pourrait être celui de la transformation d'une partie de l'administration en plateforme, grâce à l'open data, sur laquelle se grefferaient opérateurs proposant des services élaborés à partir des données de l'administration. Ceci ne veut pas dire que cette couverture nécessaire sera le prétexte pour diminuer la présence des services publics. Au contraire, rien ne remplace la rencontre physique. Et je crois qu'il faut le redire. Je dois m'appuyer aussi sur le travail qui a été mené par le Conseil économique et social environnemental, qui a pointé l'accroissement de la fracture entre les citoyens et les services publics du fait de l'absence de contact physique. Et je crois qu'il est très important de maintenir cette dimension humaine parce que la déshumanisation du service au public est facteur de dépression généralisée. Je pense qu'il est très important, en 2012, d'être parfaitement conscient des limites de la dématérialisation de l'accès aux services publics. Et je crois donc que le numérique peut être l'occasion de réarticuler les fonctions d'accueil, d'orientation, de conseil et d'appui qui supposent la rencontre physique et l'écoute, et la fonction d'administration de procédures qui ne la nécessite pas partout avec la même intensité. Vous aurez compris, je souhaite qu'on puisse maintenir et travailler à un développement de services publics qui assurent l'accueil avec une présence physique et qui permettent, grâce au numérique, de réorienter vers différents types de services administratifs. Deuxième défi très important, c'est d'assurer l'accès en un temps raisonnable. Et j'insiste sur le terme temps. Il ne s'agit pas de mesurer en distance, mais de bien pouvoir s'adapter à la spécificité des territoires, en particulier des territoires de montagne ou des territoires plus enclavés. Donc l'accès en un temps raisonnable aux services essentiels pour tous. L'école et la petite enfance, la santé, les loisirs. Je sais que la présence médicale sur tous les territoires est un sujet que vous avez pris ici à bras-le-corps. Dans vos territoires, c'est évident, mais ici au Sénat, et je suivrai avec beaucoup d'attention les conclusions du groupe de travail présenté par M. Fichet. Réussir le renouvellement des voies de chemin de fer et relancer une ambition nationale de désenclavement, c'est le troisième point très important, parce qu'il me semble qu'il faut décliner dans des schémas régionaux des objectifs d'amélioration de l'accessibilité et de la desserte des territoires, un réel désenclavement supposant l'accès à un centre urbain ou économique en un délai raisonnable. Cette question du temps est aussi un point essentiel sur l'accès au transport. Pour donner un nouvel élan à une politique territorialisée de soutien à l'innovation et à la transition écologique et aux outils d'anticipation et d'accompagnement des mutations économiques, il faut structurer les métiers de l'aménagement du territoire et développer une ingénierie publique innovante, décentralisée et écologique. Renforcer la mixité sociale dans les grands centres urbains avec le renforcement des obligations de la loi SRU. Il a été posé dans le programme présidentiel, mais les sanctions prévues sont rarement effectives. Il est prévu de les renforcer. Je peux vous assurer qu'elles seront désormais appliquées. Je souhaite aussi que nous réfléchissions aux leviers que constituent les documents d'urbanisme pour favoriser la planification de la mixité sociale à l'échelle pertinente et éviter la ségrégation urbaine. Nous avons eu déjà un début de débat à l'occasion de la PPL 30%. Mais nous devons voir plus loin, nous devons aussi refaire la ville, prévoir une place pour ses habitants, pour le geste architectural,
pour la conception de quartiers qui prennent en charge dès leur conception la logistique et les services, les relations avec le reste des espaces, urbains comme ruraux, en privilégiant les circuits courts qui s'appuient sur des réseaux de chaleur intelligents, sur le transport durable par exemple. Je veux éviter le risque d'un urbanisme générique, d'une ville sans qualité et sans identité, d'une ville qui se plie aux seuls impératifs financiers, de rentabilité ou sécuritaires. Le deuxième élément majeur, c'est de résoudre les crises du logement. Parce que c'est le deuxième volet de ce grand ministère, c'est la politique du logement. Le logement est un sujet politique mieux connu et mieux appréhendé du débat politique traditionnel. Mais la politique du logement n'est pas un complément à la politique d'égalité des territoires, elle est d'abord et avant tout son moyen pour remplir nos objectifs. Car tous les Français et tous les territoires sont concernés par la question du logement. C'est un des sujets qui concerne l'intégralité et la totalité des habitants et des territoires de notre pays. Dans les zones tendues, c'est le problème du coût de l'accès au logement qui est posé et des conséquences qui en découlent. Suroccupation, reste à vivre réduit au minimum, liste d'attente interminable pour accéder au parc social et en parallèle, exploitation de la situation par les marchands de sommeil qui profitent de la captivité des ménages dans le parc privé, saturation des capacités d'hébergement et je sais que la situation dans certaines métropoles aujourd'hui sur ces questions est très difficile. Mais dans les zones plus détendues, ça a aussi été évoqué à l'occasion du débat tout à l'heure, les problèmes sont d'une autre nature, mais ils existent aussi. Dégradation du parc, faute d'investissement, précarité énergétique, problématique de l'adaptation des logements au vieillissement de la population, les sujets sont nombreux. Ces crises sont d'abord le résultat d'un monde qui a changé. Les inégalités, la pauvreté, la précarité au travail ont explosé. Les compositions familiales ont évolué, le vieillissement de la population s'accentue. Le modèle français du logement, repensé à la fin des années 70, ne correspond plus à cette réalité. Il faut désormais l'adapter en profondeur tout en répondant à l'urgence d'améliorer les conditions de vie des Français. Pour y parvenir, 3 défis majeurs doivent être relevés. Le premier, le plus important, sans lequel aucune amélioration durable ne sera possible, c'est le défi de l'offre. J'ai parlé de la mobilisation des terrains, j'ai parlé aussi longuement des élus volontaires et des maires bâtisseurs qu'il nous faut soutenir. J'ai parlé également, mais peut-être que nous aurons l'occasion d'y revenir dans le débat, de la place des investisseurs privés qu'il faut stimuler de manière intelligente. Il existe des investisseurs privés raisonnables, soucieux d'investir leur argent dans une cause utile et qu'il faut soutenir pour permettre le développement de logements à coût abordable. Le deuxième défi important concernant le logement est celui de l'habitat écologique. Vous savez déjà, évidemment, que le bâtiment constitue l'un des premiers secteurs de consommation d'énergie en France. C'est donc un secteur d'économie gigantesque, mais c'est aussi un secteur d'emploi durable et non délocalisable tout aussi important. Et nous devons inventer et soutenir les savoir-faire artisanaux, industriels, capables de relever ce défi de la rénovation thermique. L'objectif annoncé par le Président de la République est de doter d'une performance technique de qualité 1 million de logements par an. C'est un chantier pharaonique, mais c'est aussi un chantier nécessaire et dans le contexte de crise que connaît le secteur du bâtiment et des travaux publics, c'est un chantier absolument indispensable pour pouvoir mettre en place une politique d'investissement qui répond à des besoins d'emploi très importants dans notre pays. Et ce plan national de performance technique sera conçu dans ce sens, en collaboration très étroite, et nous avons déjà commencé à y travailler avec Delphine Batho. Je souhaite également qu'un chantier de grande ampleur soit ouvert sur la question des matériaux. Les hydrocarbures ne sont pas la seule ressource rare. Une réflexion approfondie doit être menée pour mieux recycler, mieux réutiliser les matériaux de construction. Les filières d'écomatériaux, notamment la filière bois, doivent être structurées et mises en place en lien étroit avec les collectivités territoriales. On ne construit pas dans le Languedoc-Roussillon comme on construit en Franche-Comté et les solutions pertinentes varieront d'une région à l'autre. Cela sera ma méthode dans tous les chantiers que je mènerai. Des politiques avec un enjeu national, mais des modalités de mise en œuvre locales adaptées aux contextes locaux. Le troisième défi qui s'impose à nous de la façon la plus urgente, c'est celui de l'accès au logement. Construire 500 000 logements par an est une absolue nécessité, chacun l'a compris, mais encore faut-il que les Français aient les moyens d'accéder à ces nouveaux logements. Lorsque le marché perd ses repères, lorsque les loyers atteignent des niveaux qui étranglent le pouvoir d'achat des Français, il est de notre devoir de les encadrer. Nous sommes en train de le faire. Le décret d'urgence qui sera sans doute effectif, même plus que sans doute, qui sera effectif à compter du 1er août, est une étape
dans une volonté d'une loi qui sera largement débattue, évidemment au Parlement, mais avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les associations de consommateurs, les associations de locataires, mais également les associations de propriétaires et les professionnels de l'immobilier, pour permettre que la loi de 1989 soit revue. Pour l'instant, nous nous appuyons sur une disposition particulière de celle-ci et qu'elle rebâtisse des rapports entre propriétaires et locataires. Nous rendrons évidemment cette disposition effective, celle d'un encadrement, et je le dis, d'un encadrement souple et durable des loyers en lien avec les collectivités, parce que nous mettrons en place un réseau d'observatoires des loyers sur l'ensemble des principales agglomérations en lien avec les collectivités locales. L'objectif, vous l'avez compris, c'est de travailler à la constitution d'un véritable service public du logement, parce qu'il est inacceptable qu'un demandeur de logement social aujourd'hui ait à suivre un véritable parcours du combattant administratif pour obtenir un logement. Comme s'y est engagé le Président de la République, je souhaite une réforme en profondeur des procédures d'attribution des logements sociaux. Le dispositif refondu devra être plus simple, plus lisible, plus juste, au service de l'ensemble des demandeurs de logement. Parce que cette politique du logement doit se faire pour tous, mais aussi au service des plus exclus et des plus fragiles, encore plus vulnérables avec l'approfondissement de la crise économique. Pour les plus fragiles, ceux qui sont mal logés ou qui vivent dans la rue, il faut que les dispositifs de veille sociale, de mise à l'abri et d'hébergement soient rénovés de manière à accompagner ces personnes dans la continuité. La volonté du gouvernement est claire, l'État doit se donner les moyens d'appliquer le principe d'accueil inconditionnel. La politique d'accueil et d'hébergement doit être orientée vers le logement, dans l'esprit de la conférence de consensus tenue au niveau européen en 2010. Il est nécessaire aussi d'agir en prévention, notamment sur la question des expulsions, et je souhaite mener un travail approfondi avec les bailleurs sociaux qui doivent agir dès le premier impayé auprès de leurs locataires pour éviter des situations sociales très dégradées. Évidemment que notre objectif ne peut être de résoudre toutes les difficultés, et ceci en quelques mois. Mais moins de mise à la rue, un meilleur accès au logement, un dispositif d'hébergement efficace qui protège les personnes et renforce l'accès au logement doit être au service d'une politique du logement ambitieuse et juste. Parce que l'accès au logement, c'est rendre enfin effectif le droit au logement opposable, c'est-à-dire faire en sorte que chacun et chacune dispose d'un vrai lieu de vie et habite dans un logement de qualité, adapté à ses besoins et à ses aspirations. Ça n'est pas une utopie, c'est une condition nécessaire pour pouvoir se construire sur tous les autres plans économiques, sociaux et familiaux. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, vous l'avez compris, cette feuille de route est dense, vaste et ambitieuse. J'ai fait le choix de la présenter de manière exhaustive devant vous parce que le projet n'est pas mince. C'est celui de donner à la République l'occasion de permettre à chacun et chacune de retrouver sa place, son territoire ou son espace dans notre pays, de donner un sens nouveau et nécessaire à la promesse d'égalité qui fonde notre projet. Nous aurons à cœur, et ce sera vraiment mon cas, ni de fermer les yeux sur toutes les réalités qui constituent notre pays, ni de renoncer ou de reculer au nom du réalisme compris d'avance, parce que oui, la tâche est ardue, mais j'ai la conviction que c'est là que se joue une part de notre avenir démocratique à toutes et tous, et la préservation d'un avenir durable pour l'ensemble de nos territoires. Je vous remercie. Bien, Madame la Ministre, merci, bravo. Alors écoutez, les questions ont fusé. Je vous propose, pour vous laisser respirer, qu'on donne tout de suite la parole donc à ceux qui sont inscrits au fur et à mesure de votre allocution et que vous puissiez peut-être répondre par groupe de questions, si vous le souhaitez, ou question après question. Donc le premier à s'être inscrit, c'est Monsieur Hervé Moret. À toi la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez présenté un exposé effectivement très complet. Je ne reviendrai naturellement pas sur tous les sujets que vous avez évoqués, mais j'aimerais parler plus spécifiquement de la question de l'aménagement du territoire, qui est au cœur des préoccupations du Sénat, qui a une vocation toute particulière à représenter, comme vous le savez, les collectivités et par là même les territoires. J'étais pendant plusieurs années membre de la majorité, mais ça ne m'a pas empêché de regretter et de dire publiquement qu'en matière d'aménagement du territoire, il n'y avait plus de pilote dans l'avion. Donc je partage un certain nombre de constats que vous avez pu dresser. La difficulté maintenant, pour reprendre le titre d'un rapport que nous avons adopté ici même l'année dernière à l'unanimité, c'est de passer de la parole aux actes.
Et donc, je le dis très, très clairement, et je pense pouvoir m'exprimer au nom de mes collègues du groupe de l'Union centriste, nous serons tout à fait prêts à soutenir tout ce qui pourra aller dans le sens d'une amélioration de l'aménagement du territoire et naturellement à souligner les actions qui n'iraient pas, nous semble-t-il, dans le bon sens. Je voudrais évoquer deux sujets sur lesquels vous êtes intervenus et qui sont importants en matière d'aménagement du territoire, d'autant plus que, comme vous l'avez souligné, on a beaucoup travaillé ces sujets. Le premier, c'est celui de l'aménagement numérique des territoires. Vous avez à juste titre souligné que c'était quelque chose de tout à fait essentiel en termes économiques, en termes de qualité de vie, en termes d'accès à la culture, en termes d'accès au commerce, d'accès aux services publics sur lesquels vous avez beaucoup insisté, et aussi en matière de développement durable, parce que le numérique permet, comme vous le savez mieux que moi, de réaliser un certain nombre d'économies en termes de déplacement. Alors aujourd'hui, le président de la République a pris des objectifs ambitieux, puisqu'il nous promet le très haut débit pour tous à échéance de 10 ans. C'est mieux que son prédécesseur qui l'avait proposé à échéance de 2015, mais l'objectif est tout aussi ardu à tenir, d'autant plus que parler de très haut débit à un certain nombre d'élus qui, dans leur territoire, n'ont même pas de haut débit, c'est quelque chose qui parfois passe assez mal. Et le très haut débit, la mise en place ou l'arrivée du très haut débit, aujourd'hui en tout cas, ne fait qu'accentuer une fracture numérique, puisque vous avez des territoires sur lesquels effectivement on a des connexions à très haut débit et d'autres sur lesquels on n'a toujours rien. Donc le terme égalité des territoires prend vraiment tout son sens sur ce sujet. Et sur la mise en place du très haut débit voulu par le président de la République, on est dans une situation aujourd'hui qui est un État qui est totalement absent du sujet, des opérateurs qui vont, et on ne peut pas leur en faire grief, ces entreprises privées qui vont uniquement où c'est rentable. Donc au milieu, soit vous avez des collectivités qui sont actives, qui sont dynamiques, qui ont la volonté, qui ont les moyens, qui ont les compétences, et il se passe des choses, soit ce n'est pas le cas, il ne se passe rien, et on a véritablement une inégalité terrible des territoires. Et je crois que, encore une fois, si on veut atteindre l'objectif fixé par le président de la République, ce que je souhaite, il faut vraiment changer de braquet, et il faut être capable, je l'ai dit à votre collègue Fleur Pellerin, je le redirai ici quand elle viendra dans une dizaine de jours, il faut être capable de passer outre un lobby très important qui existe dans ce pays en matière de numérique. Et j'aimerais savoir sur ce sujet si le gouvernement entend inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale la proposition de loi qui a été adoptée par le Sénat le 15 février. Et dernier point rapide pour ne pas monopoliser la parole, vous avez évoqué la question des déserts médicaux. C'est effectivement un sujet sur lequel on s'est mis au travail sous la présidence de notre collègue Fichet. Et je crois que sur ce point-là, on sera en situation, je suis rapporteur de ce groupe de travail, de faire des propositions à la fin de l'année. J'espère qu'elles seront examinées avec attention par le gouvernement. Mais ce que je voulais juste vous dire par rapport à votre remarque sur le temps d'accès, je crois que ce qui est encore plus important en matière médicale, ce n'est pas le temps d'accès, c'est le temps pour obtenir un rendez-vous. Parce que quand vous attendez 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois pour avoir un rendez-vous comme ça existe aujourd'hui avec un spécialiste, vous avez le temps d'avoir votre santé qui s'aggrave de manière tout à fait irrémédiable. Voilà ce que je voulais vous dire, Madame la Ministre. Peut-être pourrez-vous m'apporter quelques éléments, notamment par rapport à notre proposition de loi sur le numérique adoptée en février. Merci. Je vous demande d'être plus concis et d'essayer de poser la question. On a tous certainement la possibilité de s'exprimer si chacun fait un effort. La deuxième question, donc, c'est Michel Teston qui s'est inscrit. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, deux questions que je vais essayer de présenter très brièvement. La première rejoint les préoccupations qui ont été exprimées par Hervé Maurey. Et c'est la question de savoir comment le gouvernement entend faire évoluer le plan national très haut débit qui fait pour l'instant la part très belle, trop belle, aux opérateurs et qui minimise finalement le rôle des collectivités territoriales. Donc nous avons fait des propositions, notamment lors de l'examen du texte auquel Hervé Maurey a fait allusion à l'instant. Deuxième question, elle concerne l'accès aux services publics. Je voudrais rappeler qu'avec comme premier signataire Jean-Jacques Lozach et René Nicou, le groupe socialiste du Sénat avait déposé au printemps 2011 une proposition de loi visant à instaurer un nouveau pacte territorial. Et à l'époque, la majorité du Sénat, ce n'était pas la même qu'aujourd'hui, avait renvoyé ce texte en commission le 30 juin 2011. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que l'intérêt de cette proposition de loi, c'est qu'elle prévoit une nouvelle organisation de l'offre des services publics
et des services au public qui sont basés sur des questions finalement de distance et ou de temps qui sont minimaux d'accès pour les divers services publics. Et donc je voulais simplement savoir si, dans votre prise en compte du problème de l'accès, de l'égalité d'accès aux services publics, vous pouvez vous appuyer sur les propositions de cette proposition de loi. D'accord. Alors, Madame René Nicou. Oui, Madame la Ministre, je crois qu'on ne peut qu'agréer tout ce que vous avez pu dire dans dans vos propositions. Je crois qu'on est tous là en attente par rapport aux services publics notamment. Et vous savez qu'en Creuse, puisque je suis sénateur de la Creuse, les services publics ont été très malmenés et le département a été un temps tête de pont des revendications pour le maintien des services publics. Et c'est la raison pour laquelle, avec mon collègue Jean-Jacques Lozach, nous avions déposé ici au Sénat une proposition de loi qui visait à élaborer un certain nombre de critères pour répondre à ces besoins et en termes de temps d'accès et non pas en termes de distance, comme cela existe parfois, ou en termes de nombre d'élèves pour des classes, par exemple, pour éviter les suppressions de classes, notamment dans les zones de montagne. Alors moi j'aurais une question par rapport à la santé, puisque chaque territoire fait des efforts en termes de maisons de santé pluridisciplinaires de manière à répondre aussi bien qu'ils le peuvent aux problèmes qu'ils rencontrent. En revanche, y aura-t-il des mesures particulières en termes de numerus clausus quant à la formation des médecins, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a quand même, de ce point de vue-là, un certain nombre de questions qui se posent et de problèmes. Alors je sais bien que vous n'allez pas pouvoir me répondre là, puisque ce sera davantage du ressort du ministre de la Santé, mais ce sont des questions que nous nous posons sur le terrain. Vous avez aussi abordé le problème de la restauration dans le bâtiment et notamment ce qui concerne l'énergie. Se pose la question de la formation, puisque dans les établissements de formation, il y a besoin de trouver de nouvelles voies et de nouvelles formations sont à élaborer pour que les jeunes qui sortent de nos établissements scolaires d'enseignement technique ou enseignement professionnel soient préparés aussi pour pouvoir, en entrant dans les entreprises, mettre en œuvre de nouvelles techniques mais ça veut dire aussi formation de formateurs, puisqu'on s'aperçoit que dans les entreprises elles-mêmes, le problème est rencontré actuellement parce que la qualité du travail rendue par ces entreprises n'est pas bonne, parce que la formation n'a pas été faite en temps voulu. Et enfin, je terminerai par cela, vous avez parlé de zonage. Alors il y a effectivement des zonages qui existent actuellement, et je me ferai ici l'interprète des zones de montagne, puisque je pense que vous avez été destinataire d'un courrier de la part des élus de la montagne qui font appel au ministre de l'égalité des territoires pour que soient prises en compte les spécificités de la montagne qui rejoignent celles des campagnes, de la ruralité, mais d'une manière beaucoup plus approfondie, puisque là, au problème des distances, on ajoute les problèmes de la géographie et de la topographie qui accentuent les difficultés. Donc un certain nombre je ne vais pas citer tous les points qui sont énoncés dans ce courrier, mais la nécessité de prendre en compte les zones de montagne qui bénéficient d'une loi spécifique de 1985. Oui, Monsieur Didier-Guillaume. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre. Merci d'abord pour votre exposé très précis et qui va bien dans le sens de ce que nous souhaitons. Un État stratège, vous l'avez dit, dans une France décentralisée, mais une France diverse. Et je pense que nous devons, nous, au Sénat, qui sommes les représentants des territoires, assumer le fait que nous ne pouvons pas gérer le pays de la même façon si nous habitons en zone urbaine, dans des grandes métropoles, ou si nous habitons en zone rurale. Et ce choix-là que vous avez présenté, Madame la Ministre, je voudrais vraiment vous remercier parce que c'est essentiel pour la survie de nos territoires ruraux et essentiel pour la cohésion territoriale. Vous l'avez dit, il faut absolument mettre des moyens, aider les villes en difficulté comme les quartiers en difficulté, mais également ne pas oublier ces zones où la population, lors des dernières élections, s'est largement abstenue ou a largement voté à l'extrême droite, ces zones qui se sentent oubliées parce que les habitants n'arrivent pas à vivre, il n'y a pas de service public,
Ils sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler lorsqu'ils ont du travail. Ils sont agriculteurs et ils ne gagnent pas leur vie. Bref, pensez à l'ensemble des territoires. Alors nous sommes d'accord pour dire qu'il faut à la fois mettre fin à la RGPP et à la fois, comme vous l'avez dit, faire en sorte que les services publics soient présents sur tout le territoire. Et moi, il y a un vocable que nous pourrions soutenir, qui serait ni statu quo, ni déménagement du territoire. Nous sommes d'accord aujourd'hui pour dire que les services publics ne peuvent pas être rendus de la même façon en 2012 qu'il y a 20 ans, mais en même temps, l'efficacité ne peut pas toujours être le déménagement du territoire. Ne pourrions-nous pas, plutôt que de délocaliser des agents du service public, délocaliser du travail des villes pour aller en zone rurale? Il y a des expérimentations qui sont faites et qui me semblent assez intéressantes. Deuxième proposition, il existe dans nos villes des contrats urbains de cohésion sociale. Ne pourrions-nous pas envisager des contrats ruraux de cohésion territoriale qui seraient sur la base de ce qui se passe en ville, en zone rurale, en zone périurbaine, et dans ce cadre de ces contrats, où il y a des gagnants-gagnants, où il faut s'appuyer sur les collectivités locales qui innovent et qui font beaucoup de choses pour la défense et la promotion des services publics, arriver à faire en sorte, comme ça a été dit avant moi, je n'y reviens pas, que sur un territoire, à une demi-heure de voiture ou à 40 minutes de voiture, eh bien, les services publics puissent être rendus. Enfin, tout ça ne pourra pas se faire sans une grande réforme de la fiscalité. Ce n'est pas dans votre portefeuille ministériel, mais la réforme de la fiscalité locale, de la fiscalité nationale et de la fiscalité locale pour ce faire sera indispensable. Aujourd'hui, on voit bien que l'exode périurbain ou l'exode se fait beaucoup parce que la taxe d'habitation, la taxe foncière est moins chère à 10 km de la ville-centre. Et on se retrouve avec des villes paupérisées, foncières, oui, des villes paupérisées et des communes périurbaines qui sont totalement différentes. Et enfin, vous avez évoqué tout à l'heure, Madame la Ministre, le fait que les régions s'occupaient de l'économie et que les départements s'occupaient du social. Je pense que nous avons besoin ensemble, le gouvernement et le Sénat et les associations d'élus, réaffirmer clairement le fait que toutes les collectivités locales ont la clause générale de compétences et que les départements ne peuvent pas se contenter uniquement de verser des allocations sociales et de faire de la solidarité sociale, parce que les départements sont très en pointe aussi sur l'économie, que ce soit l'économie avec les entreprises, l'économie agricole, l'économie touristique. Et dans le cadre de l'égalité des territoires, l'égalité des collectivités locales dans le développement me semble aussi très importante. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Madame la Ministre, parce que votre intervention très complète montre que nous avons beaucoup de pain sur la planche, surtout vous d'ailleurs, mais nous aussi. Mais surtout que, mais nous aussi, j'ai dit, mais nous aussi, mais que dans les mois qui viennent, nous pourrions peut-être redessiner une France plus juste et plus égalitaire. Merci. Merci. Je vous propose une dernière question, de groupe de questions. Monsieur Rémy Pointreau. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci de votre exposé. C'est vrai que sur le fond, on pourrait y souscrire. Sur la forme, j'avoue que bon, vous avez fait un catalogue assez un peu important. On me dit le catalogue de la Redoute, mais bon, on espère qu'on va pouvoir, que vous allez pouvoir réussir de le mettre en place. Sur la forme, on a l'impression quand même que, après votre exposé, rien ne s'est fait avant votre arrivée. Enfin, on a l'impression que finalement, vous arrivez, que vous allez résoudre tout. Vous allez résoudre tous les problèmes. Enfin, bon, je voudrais, c'est quand même faire fi des actions qui ont été menées. Et moi, j'aimerais bien avoir un certain nombre de précisions sur, on a parlé de zonage, les zones de revitalisation rurale, elles existent depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Même avant le gouvernement Jospin, il me semble. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous allez faire de ces zones de revitalisation rurale qui ont quand même apporté un certain nombre d'aspects positifs, même si tout n'est pas parfait, mais dans ce monde, tout est perfectible. Ensuite, sur les pôles de compétitivité, qui ont été un élément structurant pour les filières. Quel est le devenir de ces pôles de compétitivité? Sur les pôles d'excellence rurale, aussi une action quand même qui a été importante au niveau national, où on a quand même mis en avant près de 500 pôles avec les 2 vagues, où ça a permis d'être accélérateur de projets dans un certain nombre de territoires ruraux. Là aussi, j'aimerais bien connaître votre sentiment sur ces projets.
Concernant les maisons de services pluridisciplinaires, où il y a eu une action qui a été menée quand même depuis 10 ans. On n'a pas rien fait depuis 10 ans. Il y a quand même des choses qui ont été faites. Il y a 300 maisons qui sont prévues quand même, maisons pluridisciplinaires qui sont prévues dans les années à venir. L'opération plus de services au public aussi qui devrait permettre de remettre en place des services publics et des services à la population. Donc j'aimerais avoir un petit peu votre sentiment sur tout ce que vous prévoyez dans ce domaine-là, ou ce que vous allez supprimer. Et puis le dernier point, vous parlez d'égalité des territoires, mais aussi de désenclavement des territoires. Et moi, je souscris complètement en termes de numérique, de très haut débit, de téléphonie mobile également, mais en termes ferroviaires. Quel est votre sentiment sur l'aspect ligne grande vitesse, sur le désenclavement des territoires, pour savoir un petit peu comment vous voyez les choses dans ce domaine? Merci de répondre à ces différentes questions. Merci. Donc, avant que la ministre réponde, je voudrais demander à mes collègues de ne poser qu'une question. Sinon, on n'arrivera pas à faire passer tous ceux qui se sont inscrits avant une certaine heure. Donc, si vous pouvez réfléchir à la question. En attendant, Madame la ministre, si vous voulez bien répondre à ce premier. Alors, d'abord, j'ai fait le choix d'avoir effectivement davantage de propositions pour que vous puissiez utiliser le terme catalogue de la redoute plutôt que de ne pas en avoir, auquel cas vous auriez dit belle formule, mais creuse et quid des propositions. Donc comme il fallait choisir entre une des deux critiques, j'ai plutôt choisi le trop. Pour vous répondre, bien sûr que beaucoup de choses se sont faites. Simplement, et je crois que ça a été évoqué par Monsieur Guillaume, sur une vision de ce qu'était une politique d'aménagement du territoire. Après la vision très planificatrice des années 60-70, une vision ensuite très spécialisatrice dans les années 80, on est resté dans une situation, je le dis, personne n'en est individuellement ni micro-collectivement responsable, mais d'un certain renoncement justement à une vision d'aménagement du territoire. Et je pense que la politique que nous devons mener, c'est une politique qui est sans doute moins exaltante parce qu'elle semble moins planificatrice, mais plus nécessaire parce qu'il s'agit de recoudre les mailles qui, au gré d'un tricot sur lequel on a tiré d'un côté et d'un autre, se sont retrouvées très élargies et qui consiste aujourd'hui à constater qu'il y a des zones de notre territoire qui sont des zones qui sont en situation difficile. En situation difficile aussi parce que, et je le dis, l'État a parfois réfléchi sur l'aménagement de tel ou tel service de façon verticale. C'est pour ça que j'ai cité certaines collectivités locales ou départements qui ont pu subir avec des logiques qui, vues d'un point de vue de l'État, sur l'aménagement de tel ou tel service se défendaient, je pense à la carte judiciaire ou je pense à d'autres types d'organisations, mais qui rendaient vulnérables certains territoires, qui voyaient disparaître quasiment en quelques années ce qui faisait la structure même de services publics de ce territoire. Donc l'état d'esprit du ministère de l'égalité des territoires, c'est bien de renouer avec une vision d'aménagement qui soit une vision qui tienne compte à la fois de ce qui s'est fait pendant les années précédentes et aussi que nous sommes 30 ans après le début de la décentralisation et que l'État n'a plus du tout à jouer le rôle planificateur et très décideur qu'il pouvait avoir, mais que les collectivités locales ont pris de l'ampleur, des responsabilités, bien sûr que les départements, les régions assurent bien d'autres missions que leur mission essentielle et qu'on sait à quel point elles sont indispensables. Je dirais juste un point en faisant le lien avec la question logement. Aujourd'hui, sans certaines collectivités locales, en particulier sans certaines régions, voire sans certains départements, on aurait énormément de mal, Monsieur Collomb l'a rappelé, sur le rôle de la communauté urbaine de l'agglomération de Lyon. Les choses seraient quasiment impossibles étant donné une part de désengagement de l'État, mais surtout une politique de soutien au développement de l'offre de logement locatif social très importante de la part des collectivités locales. Donc c'est bien repenser à la fois cette vision spatiale et aussi cette vision d'organisation d'un pays qui n'est plus le même que celui des années 60-70 qu'il faut réconcilier dans la politique qui sera menée. Alors pour vous répondre très précisément à certaines de vos questions, sur la question de la couverture numérique du territoire, je pense qu'un des moyens pour avancer sur le sujet, c'est bien de mettre tout le monde autour de la table. Et c'est la manière dont nous avons décidé d'y travailler avec Fleur Pellerin, en mettant les opérateurs, les différents acteurs, pour pousser à une politique équilibrée. Chacun le sait, ça nécessitera aussi un investissement de la part des collectivités locales, elles le font déjà, mais aussi de la part de l'État, qui est un investissement significatif. Et dans un contexte qui est un contexte difficile, ce sera au final les sénateurs et les députés qui auront arbitré sur les choix budgétaires de l'État dans ces directions. Mais la volonté est très forte et nous réfléchissons à la création d'un comité de pilotage interministériel
pour l'aménagement et le développement du numérique qui permettent de mettre l'ensemble des sujets sur la table. On a attiré mon attention notamment sur la difficulté de se raccorder parfois pour des petites collectivités locales à des réseaux déjà existants le long des grandes voies et en particulier des autoroutes ou du câblage effectué par la fibre pour des installations comme peuvent être les éoliennes. C'est très important de pouvoir aussi lever les obstacles juridiques ou administratifs ou réglementaires qui existent encore pour favoriser cette couverture du territoire. Sur la question médicale, je lirai et chacun, je pense, prendra connaissance avec beaucoup d'attention des propositions qui seront faites. Quand je parlais de temps d'accès, c'est un temps qui n'est pas seulement un temps d'accès physique au lieu où se trouve la présence médicale, mais c'est bien sûr la possibilité d'avoir accès tout simplement et de répondre à ses besoins. Mais réfléchir en temps d'accès, bien sûr que c'est une réflexion qui s'est faite, et je ferai le lien notamment avec ce qui se passe en zone de montagne, mais c'est la volonté justement de pouvoir réfléchir à une autre géographie de l'accès aux services publics qu'une géographie vue secteur par secteur. Et à ce titre-là, les échanges que j'ai eus avec la ministre en charge de la Santé, Marisol Touraine, vont dans ce sens, c'est-à-dire d'inclure cette politique de la santé en lien avec les autres politiques de services publics, de réfléchir à la possibilité justement de s'appuyer sur des expériences qui existent dans certaines régions, des expérimentations menées par certaines ARS qui permettent, si elles fonctionnent et quand elles fonctionnent, de pouvoir les étendre plus facilement à d'autres territoires. Donc bien sûr que sur ces questions-là où personne n'a la vérité révélée et où les risques de blocage peuvent être importants, tout ce qui sera des expériences déjà validées, des travaux partagés et on va dire le résultat d'une concertation approfondie qui pourra du coup rendre ces dispositifs plus opérationnels plus vite, seront favorisés. Sur la question des pôles de compétitivité, des zones rurales et du zonage des zones de revitalisation rurale. Je dois vous dire que les premières consultations que j'ai pu avoir sur ce sujet donnent un résultat assez cocasse si la situation n'était pas si difficile, c'est-à-dire que ces zones ne sont plus adaptées et sont forcément contestées par beaucoup, et que quand il s'agit de poser la question d'un nouveau zonage, chacun convient que ce sera extrêmement difficile. C'est toujours cette question, c'est toujours le même débat sur le zonage. Le zonage existant n'est pas adapté, mais s'il faut le refaire, on se dit que ça va être vite compliqué. Moi, j'ai tendance à penser que quand un zonage n'est pas adapté, surtout quand, comme je viens de le pointer, on a répondu à cette absence de pertinence du zonage par une nouvelle couche de zonage, il serait peut-être utile d'essayer, dans un cadre qui sera à définir, qui associera le plus largement possible les élus, mais un zonage plus global, plus simple. Et dans cette réflexion qui est la mienne, la simplification du recours aux différents dispositifs, notamment pour les élus locaux, est quelque chose d'assez central dans ma réflexion. Il y a beaucoup de dispositifs aujourd'hui qui ne sont pas mobilisés, je pense à certaines aides européennes, du fait de la complexité, du fait de hiérarchies construites petit à petit, qui rendent l'accès à des dispositifs qui seraient pourtant pertinents de plus en plus difficile. Donc il me semble qu'un travail de simplification, sans doute que c'est peut-être pour certains ministres moins glorieux que de créer leur propre dispositif, mais si ma modeste contribution peut être de faire en sorte qu'il y ait cette phase de simplification de dispositifs empilés et de zones et de zonages qui sont parfois contigus ou parfois même sur certaines politiques quasiment à la limite de la contradiction, je pense que ce sera utile et je pense que pour ce qui est des zones de revitalisation rurale, c'est assez nécessaire. On sait aussi qu'on a, et je le dis sans polémique, hein, mais notamment parce que ça m'a été dit de manière très ferme par l'association des maires des ruraux, qu'un certain nombre de dispositifs avaient été rhabillés sans que des financements nouveaux n'aient été créés, qu'on a simplement remis du bolduc et du papier doré autour de dispositifs et de financements déjà existants. Donc il me semble plus important qu'on puisse avoir accès le plus facilement possible aux dispositifs mobilisables. Je pense en particulier aux fonds européens dont un certain nombre de zones rurales peuvent bénéficier. Pour ce qui est de la montagne, il y a un élément particulier qui est que nous avons à renouveler le Conseil national de la montagne avant le mois de novembre, enfin au mois de novembre 2012. Et que je souhaite organiser une réunion d'installation très rapidement
à l'issue de son renouvellement, justement pour que l'ensemble de ces questions soient revues à l'aune des politiques déjà menées et sans doute dans un état d'esprit qui est celui de considérer que les territoires de montagne ont une contribution particulière à l'égalité des territoires, mais sont aussi plus vulnérables. Je pense en particulier à des activités saisonnières que chacun connaît, au dérèglement climatique, et qu'il me semblerait utile de pouvoir anticiper des difficultés qui pourraient survenir pour un grand nombre de ces territoires de montagne. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire ? Ah oui, sur la question des formations sur les métiers de la rénovation thermique, le Premier ministre en a lui-même parlé dans son discours de politique générale. Il est absolument essentiel, quand on a un plan d'une telle ampleur, de le faire en lien avec les professionnels, avec les centres de formation. C'est d'ores et déjà le cas, les discussions sont déjà ouvertes. Évidemment, chacun attend les contours même du dispositif pour pouvoir s'insérer avec une vision assez durable. Et je l'ai dit, j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur la politique du logement, c'est la même chose pour la politique de rénovation thermique. Notre volonté est de pouvoir présenter un dispositif pluriannuel qui permette à des professionnels de se situer dans la durée. Je pense en particulier à tout l'univers et tout le monde du logement ou de la construction. On sait bien qu'une politique par à-coup est une politique qui empêche qu'elle soit réalisée, quelle que soit d'ailleurs sa pertinence, parce que ce sont des opérateurs qui ont besoin de stabilité dans la durée. Nous allons faire en sorte de la leur offrir. Bien, merci. Alors, je donne la parole à M. Alain Bertrand, sénateur de la Lozère. Oui, bonjour. Madame la ministre, chers collègues, moi je comptais plaider l'hyper-ruralité. Il y a une différence forte. On ne peut pas faire la différence entre l'urbain, c'est pas ma partie, et le rural. Il y a l'urbain, le rural et l'hyper-rural. Et je me disais, parce que je suis méfiant avec tous les scientifiques, les ministres ou les gens des grandes villes ou de Paris, mais je savais que vous êtes allé en Lozère, vous, Madame la ministre, déjà, et que vous y allez régulièrement. Je me disais, elle n'apportera aucune réponse à cette notion d'hyper-ruralité. Chers collègues, si vous voulez prendre votre micro. Et finalement, beaucoup de réponses, notamment en parlant de territoires ruraux à faible densité, notamment en disant qu'il y avait des territoires qui étaient déjà meurtris et qu'il fallait apporter des réparations, notamment en disant qu'elle allait revoir les zonages. Donc, je m'apprêtais à plaider ça et à vous dire que, bon, par exemple, pour le train en Lozère, pour aller à Paris aller-retour, c'est 18 heures. Le téléphone, il passe pas. Internet, ça passe pas. Les écoles d'ingénieurs, on n'en a pas. Les universités, on n'en a pas. Les agglomérations, c'est 40 000 habitants, on n'en a pas. Les villes, c'est 15 000 habitants, on n'en a pas. Les scanners, si on est malade, on n'en a pas. Les spécialistes, on n'en a pas. Les pôles d'excellence ruraux, chers collègues, ils ont servi à faire de la politique pour les copains, une grande partie. La zone de revitalisation rurale, on est en train d'en sortir un sifflet. Et donc, sur les propositions que vous avez faites, réparation, solidarité, service public pour tous, et surtout sur l'ambition au départ, parce que vous êtes au départ d'un mandat de 5 ans, moi je me félicite de votre volontarisme, du fait que vous vouliez donner une certaine égalité des chances à tous ces territoires, parce que bon, il y a des choses qui ne vont pas du tout. Par exemple, mon petit département, la Lozère, on n'a pas la prime d'aménagement du territoire. Vous savez, les aides à finalité régionale, ils appellent ça maintenant. Donc c'est complètement surréaliste. Et je trouve que la notion de montagne, pour répondre à ma collègue de la Creuse, c'est comparable un peu à la Lozère, c'est un peu moins rural, mais c'est comparable, j'ai habité 7 ans dans la Creuse. La notion de montagne non plus n'est pas suffisante, Madame la ministre, pour faire la différence. Il y a des montagnes avec une autoroute à 10 minutes et une grande ville de 100 000 habitants, avec une université, avec toutes les ressources. Il faut travailler la notion d'hyper-ruralité comme une notion discriminante positivement, et pour que vous trouviez les mesures adaptées à prendre. En tout cas, moi je vous félicite pour le courage avec lequel vous vous attelez à l'ouvrage. Mais bon, bien sûr, je formulerai chaque fois, je reviendrai à la charge sur cette histoire de ces territoires en souffrance, qui ont une volonté d'avenir, comme vous l'avez dit, qui doivent participer à l'économie et pour lesquels il faut trouver quelque chose de nouveau. C'est nouveau ce qu'il faut inventer. Si vous reprenez tous les zonages anciens et tout, ça ne sortira pas. Je l'ai fait moi-même, le travail cartographique à l'époque, auprès de Georges Frêche, pour essayer de le lui démontrer. Mais au bout d'un moment, les administrations et tout ça m'ont convaincu que je n'étais pas assez intelligent et j'ai arrêté. Mais je suis sûr que vous allez y arriver, madame. Bravo. Bonjour, collègue. Monsieur Marcel Bourquin.
J'aurais vous dire aussi, Madame la Ministre, que ça fait plaisir d'entendre votre discours sur l'égalité des territoires. Et on a envie de vous aider pour que vous parveniez à ce que, justement, il n'y ait plus ces inégalités difficilement supportables sur nos territoires. On a participé pendant 1 an au débat sur l'intercommunalité, les CDCI. On a voulu parfois accoucher d'une intercommunalité au forceps. Ça ne marche pas, ces choses-là. Et je me demande s'il ne faudrait pas, parce que maintenant on a quasiment une carte, on n'a plus de zone blanche concernant l'intercommunalité, s'il ne faudrait pas aborder maintenant des schémas directeurs d'aménagement du territoire dans chaque espace, qu'il soit rural ou urbain, avec une volonté d'avoir des services publics dans chaque espace rural ou urbain, et surtout lorsqu'il y a retrait de services publics, ne jamais mettre les élus devant le fait accompli, mais avoir le débat auparavant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que l'ADREAL, les services publics de l'État ont changé de nature. Avec la RGPP, on a eu concentration de l'équipement dans la ville capitale, et les DDA qui étaient à côté des élus ruraux, souvent, ne sont plus à leur côté. Je peux vous dire que cette aide, ce conseil aux élus ruraux, aux élus en général, fait cruellement défaut. Et en même temps, cette DREAL, vous voyez, par exemple, je suis sur un projet, en pleine ruralité. Des communes se sont mises ensemble, 2 intercommunalités, et mettent en place une zone artisanale de grande qualité, respectant, et la DREAL n'est plus un facilitateur de projet. Elle agit souvent en juge de paix. Et je me demande si on arrête la RGPP, s'il ne faudrait pas repenser les services de l'État aux côtés des élus, plutôt que de parfois les gêner à mettre en place leurs projets. Ça, c'est une vraie question, parce que si on n'a pas d'ingénierie territoriale, si on n'a pas cette aide aux élus, inévitablement, ça risque, nos grandes idées risquent de rester lettre morte. Dernière chose, votre collègue Anne-Marie Escoffier a terminé une mission très importante sur l'ATP. Et il faut penser au territoire industriel. Et les propositions du Sénat pour justement éviter les graves problèmes qu'engendre la suppression de l'ATP et la mise en place des autres taxes, notamment la CVAE, amèneraient à rééquilibrer les moyens des territoires. Je prends un exemple. La région parisienne avait peu de taxes professionnelles. La CVAE a doublé quasiment. C'est le constat que fait, et c'est une mission qui est complètement pluraliste. Hein. Est-ce qu'on ne devrait pas rééquilibrer et faire en sorte que les territoires industriels, qui payent le prix fort avec un taux de chômage élevé, qui ont besoin d'équipement du territoire, on rééquilibre les territoires, mais aussi on rééquilibre vers la ruralité? Ce sont des vraies questions, ce sont des outils, des leviers qui vont permettre d'aboutir au projet que vous avez, qui est un beau projet auquel on souscrit totalement. Merci. Monsieur Fouché. Madame le ministre, simplement, je révoquais un point. Il y a eu l'expérience, il y a quelques années, l'expérience Borloo sur les maisons de l'emploi, qui en fait n'ont pas très bien fonctionné d'une manière générale, malgré qu'il y a eu des crédits importants qui étaient à disposition pour le faire. Se sont mis en place dans certains secteurs, dans le mien, dans d'autres, des maisons de services publics, aujourd'hui, qui sont des maisons de proximité, et dans lesquelles il y a des cellules pour l'emploi, il y a des cellules rurales, il y a Pôle emploi, un petit peu. Alors, la question que je voulais vous poser, elle est très simple, c'est Pôle emploi, c'est interministériel. Pôle emploi participe peu dans ces maisons de services publics. Il est plutôt cantonné dans des villes plus importantes. Ces maisons de services publics sont implantées dans la ruralité ou dans les petites villes. Est-ce que vous envisagez de demander à ce que Pôle emploi soit plus délocalisé, premier point. Deuxième point, ces maisons de services publics sont financées par les départements, par les régions, par les pays, par l'Interco, mais l'État n'y participe plus et ne veut plus y participer, et c'est très difficile à faire fonctionner. Est-ce que vous envisagez, de votre côté, à inciter à ce que l'État soit un partenaire financier aussi? Merci. Monsieur Charles Revet. Oui, merci, Monsieur Président. Madame le ministre, c'est un vaste programme que vous nous avez présenté
Et je dirais comme mon ami Rémi Pointreau, on vous souhaite que vous puissiez le mener à bien. Vous nous avez donné quelques lignes directrices, si j'ai bien noté, réparation vers des territoires meurtris, restaurer la solidarité entre les territoires, s'assurer de la permanence des services. Et vous avez employé une formule, j'espère que je l'ai bien notée, donner à tous les habitants la possibilité de leur choix de vie. C'est bien ce que j'ai entendu. Ah, c'est bon. Oui, j'avais cru, moi je l'ai peut-être noté différemment. C'est pas grave, ça veut à peu près dire la même chose, monsieur le sénateur. Je pense que ça va dans le même sens, me semble-t-il. Bien, alors moi, ma question, si vous voulez, est double. Sur le principe, c'est très bien, mais il y a deux éléments importants. Je vais dire d'une boutade, je m'interrogeais si vous n'aviez pas gagné le jackpot hier soir, parce que tout ça, ça va nécessiter des financements importants. Ça ne se fait pas, et dans le contexte présent, comment allez-vous faire pour assurer le financement? Et deuxième point, mais j'ai bien entendu, j'ai à l'esprit ce que disait Gérard Collomb cet après-midi et Mireille Schurch dans son intervention, et notre collègue Bourquin tout de suite. Sur le terrain, il faudrait peut-être que les services de l'État soient plus attentifs à ce que souhaitent faire, puisque les élus sont sur le terrain, et que, quelque part, ils ne viennent pas dans les SCOT ou les autres documents pour imposer leur démarche au prétexte qu'ils appliquent tel ou tel texte. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que vous donniez des instructions extrêmement fortes et précises aux services de l'État sur le terrain pour leur dire voilà ce que j'ai dit et voilà ce que vous devez appliquer sur le terrain. Merci. Il nous reste une dernière question pour un groupe de 10. Madame Mireille Schurch. Merci. Donc nous nous réjouissons du ministère de l'égalité des territoires. On espère que d'abord ce ministère a un grand chantier, comme vous venez de l'énoncer, Madame la Ministre, et nous espérons qu'il va réussir. J'ai plusieurs questions plus serrées. D'abord sur la fracture numérique. Lorsque nous avons débattu de la loi sur la fracture numérique, la France est divisée en 3 zones. Les zones très denses sur lesquelles les opérateurs tranquillement investissent et il n'y a pas besoin de contribution de personnes. Les zones intermédiaires et les zones très peu denses, là, c'est la collectivité qui met l'argent à la poche. Est-ce que, Madame la Ministre, nous allons aller vers une contrainte des opérateurs privés, en tout cas une obligation qui ferait que on met un pot commun et ils versent une partie de leurs dividendes qu'ils génèrent dans les zones denses pour les répartir sur les zones moins denses. Une espèce de péréquation financière, mais demander aux opérateurs privés, est-ce que l'État va se faire autoritaire en quelques mots sur cette question? Deuxième sujet, oui, nous avons besoin d'un État attentif. Alors, concernant les déserts médicaux, comment, là aussi, dans de nombreux cantons, je visite, on inaugure des maisons médicales de santé. Et on me dit, on attend le médecin ou on attend le kiné, on n'en a pas. Et pourtant, les maisons médicales de santé qu'on inaugure sont magnifiques. C'est de l'argent des collectivités territoriales. Dans le département de l'Allier, le département donne une bourse d'études aux étudiants de 3e cycle. Et ça ne suffit pas. On a une population qui est dans l'insécurité et ça génère des votes extrêmes sur ces sujets sensibles que sont la santé. Donc, est-ce qu'on va réussir à contraindre le corps médical pour une meilleure répartition territoriale? Je ne vois pas comment on peut faire autrement à l'image des pharmaciens. Troisième sujet, je prends la casquette Massif Central et je parlerai au nom de ce grand territoire qui se sent abandonné et quelque peu méprisé. Alors, je donne un exemple sur les TGV. Madame la Ministre, je sais que le TGV n'a pas votre faveur, mais quand même, sur l'ensemble du territoire national, 5 capitales régionales ne sont pas raccordées au TGV. Toulouse, on peut penser que c'est bientôt le cas. 3, je vous les cite, Orléans, Clermont-Ferrand
et Limoges, dans le grand Massif central. Ça fait beaucoup pour le Massif central et si vous regardez la carte TGV, on évite très soigneusement le Massif central qui se trouve donc enclavé de la grande vitesse. Alors je vous pose la question, est-ce que vous allez nous aider, les habitants de cette grande région, pour qu'enfin on puisse percer ce massif central, qui n'est pas une zone de montagne insurmontable et impénétrable, et qui pourrait permettre des liaisons plus nord-sud, elles existent déjà, mais surtout est-ouest. Et là, je parle aussi du fret ferroviaire. Alors ça vous tient à cœur, il n'y a pas de ligne transversale pertinente est-ouest. Je termine par 2 questions, Madame la Ministre, sur le logement. Est-ce que l'on va interdire, est-ce que vous allez interdire, et en tout cas en discuter dans la prochaine loi sur le logement, les expulsions pour les prioritaires DALO? Est-ce que c'est une volonté forte? On l'attend, vous le savez. Et enfin, sur ce qu'on appelle le logement décent, puisqu'il y a un décret à ce jour qui dit qu'un logement décent, c'est 9 mètres carrés. Or, tous les acteurs du logement disent non, c'est au moins 14 mètres carrés. Donc, il y a un sujet quand même assez facile à régler, puisqu'il peut être réglé par disposition réglementaire, et vous en avez, en votre qualité, vous en avez la possibilité. Allez-vous engager la refonte de ce décret sur les 9 mètres carrés qui permettrait d'aller jusqu'aux 14 mètres carrés pour définir ce qu'on appelle un logement décent? Merci. Merci. Daniel Dubois. Merci, Président. Madame la Ministre, 3 questions. Une qui vous concerne très directement. Vous avez déclaré devant les DREAL que l'opération Habiter mieux ne fonctionnait pas du tout, ou très lentement. Donc il y avait des dispositions qui avaient été prises par l'ANA et le gouvernement précédent. Est-ce que vous envisagez de les poursuivre ou au contraire de les modifier, et dans quel sens, pour que ça aille mieux? Deuxième question, on a eu un débat sur le logement tout à l'heure, je pense qu'il était effectivement intéressant. Moi j'ai terminé, je dirais, sur la problématique des territoires ruraux, puisqu'on parle beaucoup des zones tendues, mais moi je crains, si les politiques continuent au niveau des territoires ruraux en termes de politique du logement, que l'on crée un véritable effet de ciseau pour les territoires ruraux qui auront engagé des dépenses, je dirais, pour que les services publics restent, parce qu'il n'y aura plus d'habitants. Et que on préparera tout simplement, je dirais, des zones, je dirais, réservées aux Indiens, à quelques Indiens qui resteront encore sur ces territoires. Donc moi j'aimerais avoir une position de votre part assez claire par rapport à cela. Est-ce qu'on peut encore construire sur les territoires ruraux? Et est-ce que les DREAL n'ont pas des ordres pour passer d'une approche de l'urbanisme à une approche numérique, je dirais, de construction sur les territoires? 3e question enfin. Vous êtes ministre, mais certes, mais vous avez été aussi présidente donc d'un parti vert. Je voulais avoir votre position sur le canal à grand gabarit. Est-ce que vous êtes favorable ou pas au canal à grand gabarit? Parce qu'on a encore en mémoire, si vous voulez, des projets qui ont été arrêtés il n'y a pas si longtemps. Bien, merci. Madame la Ministre, si vous voulez. Alors, d'abord, se méfier des a priori, monsieur le sénateur de la Lozère a compris. C'est une utilisatrice assidue du Cévenol, feu le Cévenol qui vous le dit. Mais donc je vais répondre à plusieurs de vos points. Effectivement, c'est un projet ambitieux, mais c'est aussi à la hauteur, et je le dis très tranquillement, des besoins. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous considérions que les choses partent à volo et qu'il ne faut pas essayer de saisir à bras-le-corps un certain nombre de ces problématiques, en tout cas pour moi, je pense qu'il y aurait peu de raisons à assumer ce type de responsabilité. Je pense que la responsabilité politique du Parlement dans son ensemble et du gouvernement aujourd'hui est de saisir ces sujets à bras-le-corps, de saisir effectivement ce lien entre les territoires ruraux ou hyper ruraux ou très ruraux, mais aussi d'en saisir toute leur richesse. Alors pour répondre très précisément à vos questions, parce que vous êtes retenu pendant un quart d'heure, mais mon ancienne étiquette qui n'annule en rien mes convictions va me conduire à vous apporter 2 réponses. D'abord, les écologistes n'ont rien contre les grands projets d'infrastructure par principe. Ils ont absolument 2 éléments qui les conduisent. C'est d'abord leur utilité, et ensuite, c'est d'être pragmatique. Et là, ce n'est plus du tout l'écologiste qui parle, c'est parfaitement la ministre de ce gouvernement. Chacun le sait, le schéma national des infrastructures de transport, c'est 110 ans d'investissement public à la hauteur de l'investissement actuel. Donc tout le monde sait
que ce schéma national ne sera pas réalisé dans les 10 ans qui viennent. Et ce n'est pas la volonté ou l'absence de volonté de qui que ce soit, c'est simplement le réalisme qui oblige les uns et les autres, y compris ceux d'ailleurs qui l'ont établi et qui voulaient y voir figurer telle ou telle ligne de TGV ou telle grande infrastructure de transport, qui l'ont de fait assumé. Donc il faut se dire les choses avec simplicité. L'intégralité de ce schéma ne pourra pas se réaliser dans les délais qui ont été dits pour chacune des infrastructures prévues. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que dans une période de difficultés financières comme celle que nous connaissons aujourd'hui, la responsabilité de l'État dans son ensemble, c'est de prioriser ces investissements là où ils sont le plus nécessaires. Et ça peut être des investissements ferrés dans un cas, ça peut être des investissements sur le numérique dans d'autres cas. Il faut absolument réfléchir à la priorisation de ces investissements et puis à la sobriété de ceux-ci dans une période financière tendue. Et c'est le principe de la réalité qui m'oblige à dire ça devant vous. C'est ni ma volonté, ni mes convictions, c'est simplement sur ces sujets-là la réalité. Et donc il faut être capable, je crois notamment sur le réseau de transport, et je pense en particulier au transport ferré, et ça commençait à être le cas, il faut s'inquiéter très rapidement de l'état de ces réseaux qui ne sont pas des réseaux à grande vitesse. Pourquoi? Parce que si on arrête l'investissement sur les réseaux secondaires au motif qu'on pourrait avoir une ligne TGV, alors le risque c'est de ne pas avoir de ligne LGV et d'avoir des réseaux de transport qui seront des réseaux de transport classiques tellement dégradés que le niveau du service qui sera assuré soit inférieur à la qualité de celui des années 50. Donc je crois qu'il est absolument nécessaire, mais c'est pour ça que je vous dis, je crois connaître bien ces sujets, c'est pour ça que je vous dis que s'il faut orienter une partie des investissements qui sont forcément moins importants que ceux dont on a pu disposer dans le passé, il est pour justement ne pas perdre le niveau de service qui existe aujourd'hui. Sur ces sujets-là, ça me paraît très important. Et la question qui est posée par le canal à grand gabarit est une question qui se pose sur d'autres sujets et qui a été posée très largement au sein du gouvernement, c'est la question des partenariats publics-privés où des collectivités locales de toute étiquette, de toute obédience se réveillent dans des situations un peu douloureuses parce que les signatures de certains contrats, je pense notamment, y compris à des infrastructures de santé, recèlent des surprises extrêmement douloureuses financièrement pour les collectivités locales qui ont participé à ce type de contrat et que l'expérimentation qui serait celle d'un canal avec un investissement très très important dans ce cadre-là pourrait laisser à penser qu'il y a une source d'inquiétude financière. En tout cas, je l'ai entendu s'exprimer sur toutes de la part d'élus issus de toute sensibilité politique et je pense qu'il est important de tirer un bilan de ces questions avant de se relancer dans des projets de ce type. Je le dis parce qu'avec la franchise qui m'est légendaire, j'ai constaté quand même que les uns et les autres, j'ai reçu l'ensemble des associations d'élus, sont capables de dire des choses assez similaires. Pour répondre sur l'intercommunalité, Monsieur Bourquin, bien sûr que le forceps ne marche pas, mais le statu quo ne marche pas non plus. Vous avez dit avec raison que le désengagement de certains services de l'État rendait la situation de certaines collectivités locales délicate. Je pense aux petites communes rurales qui assument seules la compétence urbanisme et qui n'ont plus les services d'appui de l'État. La situation devient de plus en plus délicate. Je suis consciente de ça. Simplement, je me dois de dire que le chemin vers l'intercommunalité et vers l'assurance de ces services supports dans un cadre intercommunal est un chemin pour lequel on ne reviendra pas en arrière. C'est-à-dire que la logique de la décentralisation, et notamment de cette compétence, vise forcément à ce qu'elle soit pleinement assurée par les collectivités locales qui en ont la charge. Et donc, il est absolument nécessaire que ce chemin-là se poursuive et que je crois qu'un outil qui commence à avoir fait ses preuves, c'est le schéma de cohérence territoriale, pris pleinement en main par les collectivités locales, comme un outil qui mobilise l'ensemble des collectivités locales autour d'un projet de territoire partagé, où le travail entre les SCOT, ce travail d'interscot se fait de mieux en mieux. Je pense qu'il faut essayer d'aboutir à une couverture de l'ensemble du territoire français de ce type d'outils qui permet aussi une bien meilleure contractualisation entre l'État et les collectivités locales dans le cadre d'un projet partagé par l'ensemble des collectivités locales. Donc je serai très attentive à soutenir ces démarches de SCOT et à faire aussi en sorte que les SCOT deviennent plus robustes parce qu'ils sont aujourd'hui juridiquement très vulnérables et que dans le travail que nous aurons à mener, que j'ai évoqué tout à l'heure pendant le débat sur la PPL 30%, cette question soit aussi prise en compte pour améliorer et pour aider tous les élus locaux qui ont ces dispositifs de SCOT dont ils constatent parfois la vulnérabilité durable pour des intérêts qui sont des intérêts très particuliers. Sur la question très précise des maisons de l'emploi et
La délocalisation de Pôle emploi. Je pense qu'il faut qu'on travaille sur un dispositif. Je parlais de l'accès au service public et de l'accès à un service d'accueil. Une de nos réflexions à ce stade est de considérer qu'un agent d'accueil qui assure les services publics peut être celui qui oriente vers d'autres types de dispositifs, mais que le contact est un contact qui est un contact humain et qui est un contact aisé parce qu'il est physiquement à proximité. Et que donc il faut qu'on travaille notamment à la mise en place d'un dispositif juridique très aisé dans lequel puissent s'insérer à la fois les services de l'État et des différentes collectivités locales. Pour l'instant, ce dispositif n'existe pas et donne lieu à des acrobaties parfois assez complexes. J'ai pu voir effectivement certaines réalisations, ça existe. Des départements notamment ont été à l'initiative de ce type de maison de service public, mais c'est parfois complexe, notamment pour les services de l'État, de s'insérer dans ce type de dispositif. Je pense que c'est vraiment une difficulté qu'on doit lever très vite, c'est celle-ci, et nous allons nous y employer. Sur la question précise du logement, d'abord, nous souhaitons travailler effectivement sur la capacité, la double capacité contradictoire qui est donnée au préfet à la fois de loger prioritairement les familles qui bénéficient du DALO et tout autant que de recourir à la force publique pour les faire expulsées du logement dans lequel elles se trouvent. Donc une instruction est en cours de discussion entre le ministère du Logement, en l'occurrence, et le ministère de l'Intérieur. C'est un sujet qui est un sujet compliqué, c'est un sujet sensible, mais ma détermination, celle du ministère du Logement sur le sujet, est très grande. Et je souhaite que nous aboutissions en sachant que ça ne résoudra pas une impasse qui est une impasse très claire, c'est-à-dire 20 000, 30 000, 40 000 demandeurs d'ALO qui ne trouvent pas à se loger dans le parc aujourd'hui, pour plusieurs raisons, notamment pour de fait de la mobilisation ou de l'absence de mobilisation suffisamment importante des bailleurs. Donc nous allons aussi travailler sur cette question dans le cadre de la réforme sur les attributions. Sur le décret sur le logement décent, je crois qu'il faut se garder d'un dispositif de cette nature qui risquerait d'aggraver la crise que nous connaissons. Je le dis, pourquoi? Parce que ont été réalisées depuis des années des résidences sociales, notamment, qui sont d'une taille inférieure, avec des logements de taille inférieure à 14 mètres carrés. On peut objectivement considérer, je pense que ce serait un débat assez long, sur la taille minimale dans laquelle on peut considérer qu'il est décent de vivre. Mais aujourd'hui, là, de manière très pragmatique et tout autant pragmatique que je vous ai répondu sur la question des grandes infrastructures, on créerait une situation extrêmement délicate et sans doute avec le maintien de locataires de fait sans droit ni titre dans des logements, voire même une partie du patrimoine à caractère social qui ne serait plus habitable ou qui nécessiterait des investissements massifs. Donc ça ne me paraît pas du tout être réalisable de manière opérationnelle assez rapidement, même si on peut très bien considérer que la norme minimale sur en particulier le patrimoine qui est construit avec l'aide de l'État doit pouvoir être augmentée. Sur le programme Habiter mieux, oui, je l'ai dit, et ce n'est pas un secret que c'est un programme qui a plus que du mal à démarrer, qu'en revanche, il y a une vraie nécessité, donc qui sera mis en lien avec cet objectif très important de la rénovation thermique d'1 million de logements par an. Il y a des expérimentations qui ont été utiles. Il y a aujourd'hui visiblement des difficultés très grandes sur les dispositifs ANA qui, sous couvert de simplification, ont été de fait complexifiés et qui n'ont pas été capables de distribuer l'intégralité des aides et du budget dont ils disposaient au regard des besoins qui sont immenses. Donc il y a visiblement une difficulté qu'il faut lever et nous allons travailler à lever cette difficulté et à faire en sorte que l'ANA remplisse pleinement sa mission qui est absolument nécessaire dans la période qui vient. Sur la fracture numérique, j'y reviens. Nous voulons absolument faire en sorte que nous travaillions sur l'ensemble de ces questions. Aujourd'hui, le droit européen permet simplement qu'il puisse de rendre possible la mise en place de réseaux d'initiatives publiques à partir du moment où les opérateurs font défaut. Il ne permet pas de contraindre des opérateurs à investir dans des zones où ils ne considéreraient pas qu'ils veuillent le faire. Simplement, je l'ai dit, mettre l'ensemble des opérateurs autour de la table, avec les collectivités locales, avec l'État, peut permettre de faire avancer un certain nombre de sujets. J'ai parlé aussi de questions réglementaires qui pourraient être levées sans grande difficulté et qui pourraient amener pour certains territoires des solutions
d'application plus rapidement. Donc c'est un sujet sur lequel, mais vous aurez l'occasion aussi d'en parler avec Fleur Pellerin, la volonté de lever tout ce qui peut sembler des blocages rapides à lever aujourd'hui va être faite et que l'investissement commun entre les collectivités locales et l'État pour aller vers un maillage qui couvre l'ensemble du territoire et vous l'avez entendu à très nombreuses reprises, le président de la République, l'actuel président de la République, à l'époque candidat, s'exprimer sur le sujet. Son engagement et sa volonté est très grande. Voilà donc pour cette audition de Cécile Duflot, la ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire, aujourd'hui à 16h30 pour l'examen en séance publique du projet de loi sur le harcèlement sexuel. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les séances sur notre site publicsena.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.